Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 128e qui fait écho à l'épisode 107. J'avais reçu Laurine et Fabrice pour un épisode consacré au sucre. Comment limiter ma consommation de sucre? Et donc nous étions là juste avant la période estivale, avant cet été qui a été, on va dire, très sportif. 4 mois plus tard, il est temps pour moi de faire le bilan et avec mes experts, Fabrice et Laurine sont de retour dans cet épisode pour un petit peu analyser quel a été mon cheminement durant ces nombreuses semaines. Il y a eu des courses qui m'ont servi d'objectif, ça a été des jalons pour cet automne au niveau de la course à pied. Une charge d'entraînement qui elle aussi a été augmentée et je dirais qu'il y a quand même un lien entre cette charge d'entraînement, ces courses, ces bons résultats et ce recadrage alimentaire avec une limitation de la consommation de sucre. Mais vous allez voir et vous allez vous en rendre compte en écoutant l'épisode que ce n'est pas toujours si simple, qu'il y a eu des craquages. Je dois vous l'avouer en toute honnêteté, il y a des produits sur lesquels j'ai du mal quand même à faire l'impasse, mais globalement, je suis quand même satisfait et j'avais beaucoup de questions à poser à mes deux experts que sont Laurine et Fabrice et que vous allez prendre plaisir à retrouver dans cet épisode. Ils me donneront également des conseils pour l'après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait environ 4 mois que ce rééquilibrage alimentaire, cette consommation de sucre a été drastiquement diminuée pour moi, mais également pour l'ensemble donc de la famille. Dans la maison, on essaie de limiter cette consommation d'aliments sucrés. C'est bénéfique quand même pour de nombreux aspects sur le plan physique, mais j'en ai découvert moi d'autres, sur le plan psychologique, sur le plan du stress, sur le plan des courbatures, des blessures. J'en tire quand même de nombreux bénéfices. Alors le chemin est encore long. Ce n'est pas parce que j'ai fait 4 mois d'expérimentation que tout va s'arrêter du jour au lendemain. J'en tire d'énormes bénéfices. Ça s'est traduit, et je l'ai déjà dit, par des chronos qui sont bien plus probants que ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Cet automne 2022 restera un très bon cru. J'étais pessimiste en début d'année, rappelez-vous, avec ces difficultés à être en mouvement, à avoir une constance dans ma pratique de la course à pied. Aujourd'hui, je suis bien plus serein, je m'entraîne beaucoup plus, je pratique beaucoup plus le running et ses activités en extérieur et je m'en porte pas plus mal. Donc, je vois quand même un intérêt et un lien à avoir effectué ce travail sur ma consommation sucrée. C'est toute la thématique de l'épisode. Alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de mes deux experts, Laurine Pinault et Fabrice Kuhn. C'est l'épisode bilan, 4 mois après avoir entamé un programme pour limiter ma consommation d'aliments sucrés. Bonne écoute à vous! Bonjour Laurine, bonjour Fabrice, merci à vous d'être de retour, mes experts, donc sur le podcast. On va faire un épisode bilan après cet épisode 107 consacré au sucre et à cette volonté que j'ai eue pendant l'été et sur ces derniers mois de limiter cette consommation d'aliments sucrés. Eh bien, 4 mois après, il est temps de faire le bilan. Mais tout d'abord, comment allez-vous tous les deux? Bonjour Sébastien, de mon côté ça va très bien, je te remercie. Bonjour à vous deux. Écoute, moi, tout va bien, les choses se poursuivent et on continue à s'entraîner. Alors, il est passé du temps entre notre dernier échange et cet épisode bilan aujourd'hui. Comment on va procéder? Je viens chez vous comme si vous étiez donc mes deux thérapeutes et vous allez le mener comme une consultation de suivi. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que l'on peut mettre en lumière sur ces 4 mois passés avec, de mon côté, des choses qui ont évolué, qui ont avancé. Et je vais répondre à vos questions. Moi, je suis sagement installé. Donc, de mon côté, c'est vous les experts. Donc, à vous de mener cet épisode retour, bilan sur ma consommation de sucre. Alors déjà...
moi, on va attaquer parce que par la première chose qui m'intéresse, c'est comment toi tu te sens en fait finalement, parce que le bilan, pour moi, ce qui est important dans la nutrition et dans la façon dont on mange, c'est finalement euh, comment le bénéfice fonctionnel. Et ce qui m'intéresse, c'est comment ton organisme fonctionne. Est-ce que toi tu te sens mieux? Est-ce que toi tu te sens mieux dans ta peau, dans ton bien-être? Est-ce que toi tu te sens mieux dans ton entraînement? Est-ce que tu te sens mieux de la façon dont tu dors? Enfin, voilà, comment toi tu te sens? C'est ça le plus important finalement. Alors, sur le plan de la santé, je dirais que je me sens avec beaucoup plus d'énergie qu'au mois de juillet, lorsqu'on avait enregistré cet épisode. Et ça se traduit par un volume d'entraînement qui a été majoré. J'ai réussi depuis ces 4 mois à avoir entre 4 et 5 séances d'entraînement par semaine. Je regardais tout à l'heure mes statistiques et c'est quasiment le cas sur toutes les semaines. Donc ça, c'est déjà un premier point que je considère comme étant positif. Beaucoup plus d'énergie sans avoir de gros moments de fatigue. J'ai essuyé quand même le Covid sur la fin du mois de septembre, mais au bout de 3-4 jours, j'avais repris une douce activité. Laurine m'avait conseillé d'ailleurs avec un petit message pour m'indiquer les bonnes résolutions et les bonnes méthodes pour traverser ce Covid. Donc ça déjà, ça a été un point positif. Si je me place sur le plan du sommeil, ma montre Garmin, alors qui est peut-être pas forcément le seul bon indicateur, mais elle me donne plein de bons points en disant que mon sommeil est de qualité, réparateur, avec des horaires de sommeil qui oscillent entre 8h30 et 9h sur des jours où je suis, on va dire, à la maison. Et en moyenne, depuis le retour là de l'activité professionnelle, depuis la rentrée, c'est en moyenne 8 heures de sommeil. Donc ça, c'est plutôt positif, sans avoir de gros soucis pour m'endormir et je me lève pas fatigué. Donc ça, je pense que c'est un point sur lequel vous allez me dire c'est peut-être un bon indicateur. Oui, oui, alors ça, c'est le sommeil. Donc, on sait que c'est vraiment important pour ta santé, que c'est vraiment important pour tes performances, que c'est important pour ton bien-être. Et donc, effectivement, si tu retrouves un sommeil qui te semble de qualité, c'est important. Une question que j'aime bien savoir, c'est est-ce que tu as besoin de prendre un café le matin? Alors, je ne consomme pas de café, Fabrice. Donc, Ah, mais c'est plutôt le thé pour moi. Et globalement, non, le matin, je me sens vraiment reposé. Même, enfin, l'indicateur pour moi, c'est au lendemain d'une grosse séance. Toi, une séance de piste, une séance de fractionné. Si la nuit a été reposante, bah, le lendemain, voilà, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de courbature. Ça a été très, très peu le cas depuis que nous avons échangé lors de l'épisode 107. Et je dirais que ça se traduit même au-delà sur des bénéfices. J'ai été inspecté dans mon métier de prof il y a de cela 15 jours, donc à la mi-novembre, et le stress qui d'habitude est quand même relativement présent, eh bien là, il a été balayé, mis de côté. Je suis arrivé vraiment très très zen sur cette inspection, ce rendez-vous de carrière qui était quand même un enjeu important pour moi en ce début d'année. Et alors, je sais pas si on peut faire le parallèle, mais cette diminution du niveau de stress, et je l'avais constaté déjà à 2 reprises sur les 2 courses que j'ai pu faire au mois de novembre et au mois d'octobre, où je suis arrivé sur la ligne de départ relativement serein, avec beaucoup moins de pression, ces pensées un peu négatives et ce stress qui peut être ambiant. Bah là, il y en avait pas. Donc ça a été, je pense, également un bénéfice. Et ce qui serait intéressant aussi d'avoir comme information, c'est dans les changements que tu as pu mettre en place, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es senti sur le plan, par exemple, des changements alimentaires? Ça a été certains faciles, d'autres difficiles. Est-ce qu'il y a des choses que tu sens fragiles dans les habitudes que tu as prises, ou tout est ancré et prêt à filer dans la durée? Alors j'avais suivi vos conseils, c'est-à-dire que pas à pas, petites habitudes après petites habitudes, pour pas non plus tout bouleverser. Je dois avouer que sur la période estivale, n'étant pas au lycée, ça a été beaucoup plus simple de prendre soin de son alimentation, de choisir les aliments, de cuisiner. C'est pour moi quelque chose de bien plus aisé que quand tu es pris dans le rush avec le retour finalement
de ses habitudes, on va dire, de travail, habitudes professionnelles, le retour des activités pour les enfants. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais ce par quoi j'ai commencé, c'était le matin, d'avoir peut-être un petit déjeuner un peu plus consistant, en éliminant toutes les formes de sucre, en suivant vos conseils, avec un peu plus de protéines. Notamment, quand j'avais des séances le matin très tôt, elles se faisaient bien souvent à jeun, mais pour recharger derrière, c'était à base de fromage blanc, à base de des œufs, donc comme Fabrice l'avait évoqué également. Et ça a peut-être été le premier point, d'avoir un petit déjeuner consistant où peut-être sur des jours où je n'avais pas faim, j'arrivais quand même à le sauter. Les moments de craquage, oui, il y en a eu sur des moments où je suis pas forcément libre de la programmation du menu. Toi, quand tu es invité chez des amis, dans la famille, c'est là où je le prenais limite comme un petit jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher qui va être bon pour moi, et là où je ne vais pas forcément aller taper des choses trop graisseuses, des choses qui sont trop sucrées. Donc là, ça demande quelques efforts. Je dirais que les moments les plus difficiles, c'est ceux-là. Après, ma maman dirait qu'il y a eu des craquages au niveau du chocolat quand j'étais en vacances, donc en Loire-Atlantique, ou à un moment donné au cinéma, un paquet d'M&M's, si on peut citer les marques, dans lequel j'ai dû mettre la main, mais j'ai eu du mal à la ressortir. Donc là, ouais, c'est dans ces cas-là des moments où tu relâches un petit peu, où c'est plus compliqué. Mais je dirais qu'à 80-90%, le travail a été relativement fait. Et j'ai réussi à me sortir de ce fléau, tel que je l'appelais, c'est le goûter. Le moment du goûter avec les enfants, où j'avais tendance à me mettre à table avec eux, et puis les gâteaux, les viennoiseries, les pâtes à tartiner, j'essaie de les mettre vraiment de côté. Et quand il y en a, c'est avec parcimonie, mais ça a été quand même un travail que je pensais plus difficile à réaliser, mais il y a quand même eu des moments de craquage, je dois l'avouer, pour être honnête et transparent avec vous. Moi, du coup, j'ai deux petites questions que je voudrais te poser. Du coup, tu parles de tes enfants. Est-ce que tu en as profité pour changer leur goûter ? Alors, le goûter est en changement, c'est-à-dire que petit à petit, on a décidé d'éloigner donc toutes ces viennoiseries industrielles, des fois pour refaire des gâteaux avec eux. Donc déjà, d'avoir la main sur les pâtisseries et de pouvoir qu'ils mettent la main à la pâte. Et sur le reste de l'alimentation, on essaie de le moins possible avoir d'aliments industriels et transformés à la maison pour que ce soit bénéfique, non pas que pour moi, mais pour l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est en cours. Il y a des semaines où c'est un petit peu plus compliqué. Toi, quand le mardi, mon plus jeune fils a foot, donc faut que je l'emmène au foot, on revient relativement tard. Le mercredi, il y a parfois des entraînements. Donc il y a des temps dans la semaine où c'est pas toujours simple à concilier, donc faut parfois anticiper. Le lundi, comme mon épouse et moi-même sommes à la maison, on peut cuisiner des fois pour 2-3 jours et préparer. Mais il y a des fois des solutions un peu de facilité, des biais que nous prenons qui sont pas forcément bons, mais on arrive quand même à avoir des choses qui soient établies et des principes qui se mettent en place. Mais petit à petit, parce que je pense que c'est avec des petits changements qu'on arrive à de grands résultats. Donc finalement, toute la famille en profite, c'est bien. Alors, toute la famille en profite, effectivement. Mon épouse s'est même remise à courir depuis la rentrée. Et mon plus jeune fils, lui, fait du foot, fait de la course à pied. Et Yael, lui, c'est le tennis. Et il s'est mis à l'ultimate cette année. Donc, la famille est plutôt tournée et orientée vers, alors pas du sport à outrance, mais du mouvement. Et je pense que c'est ce qui me manquait aussi, d'être peut-être un peu plus en mouvement. La montre me donne un nombre de pas, vous savez, ces trackers d'activité, et je suis largement au-delà des 10 000. Alors, je sais pas si cette valeur de 10 000 pas est symbolique et pertinente, mais en tout cas, même dans mon activité de prof au quotidien, je suis au-dessus. Donc ça, c'est aussi un signe que l'activité et que la dépense au-delà de la course à pied est également importante. Une journée où je ne sors pas,
C'était le cas hier, vous voyez, pour remonter très très proche. Dimanche, je suis presque pas sorti parce que la météo n'était pas bonne. Je suis comme un lion en cage. Donc, je préfère quand même être à l'extérieur. Et aujourd'hui, j'ai pu m'activer dans mon jardin ce matin pour bricoler un petit peu. À travers le mouvement, ça permet quand même de permettre au corps d'être bien mieux. Et ma deuxième question, c'était est-ce que ça a modifié profondément les saveurs pour toi? Par exemple, est-ce que dans les gâteaux que tu fais avec tes enfants, tu mets moins de sucre? Parce que sinon tu le trouves trop sucré. Est-ce que ton petit-déj, maintenant que tu as pris un petit-déj entre guillemets salé, est-ce que tu ferais machine arrière? Est-ce que tu serais capable de remanger comme avant? Est-ce que ça te manquerait pas? Moi, je sais que depuis que je suis passé au petit-déj salé, si j'ai pas mes œufs ou du jambon ou du saumon ou quelque chose un petit peu protéiné au petit-déj comme ça me va pas. Est-ce que toi, finalement, profondément, ça t'a modifié comme ça? Alors profondément peut-être pas parce que j'étais pas le matin très attiré par le sucré. Il y avait un petit peu de confiture parfois sur le pain, mais si je mange du fromage blanc avec des flocons d'avoine, je les prenais naturellement sans sucre. Donc de ce côté-là, ça a pas changé. Par contre, ta remarque sur les gâteaux, oui, j'ai tendance à moins sucrer. Et je me rappelle de cookies que nous avions fait à la maison et je les trouvais avant cuisson bien trop sucrés. Bon, après, à la cuisson, c'était un petit peu moins le cas. Des aliments que je vais trouver trop sucrés, ça va me gêner un petit peu. Cette perception finalement du goût très sucré, aujourd'hui me dérange un petit peu plus. Ok, c'est bien parce que finalement, c'est le but qu'on a. On a atteint un de nos buts, c'est-à-dire que tu vas plus avoir besoin de te forcer pour faire ça finalement, pour manger moins sucré. Si au départ c'était compliqué parce qu'il a fallu que tu te focalises là-dessus, que tu combattes ton goût du sucré, maintenant c'est acquis. Alors effectivement, comme tu le dis, tu peux faire des craquages, mais les craquages que tu fais ne t'embarquent pas à nouveau dans le cycle du sucré. Et tu as réussi à te sortir de ça. Alors, on a toujours des progrès à faire, hein. On a tous toujours des progrès à faire, mais déjà, tu as réussi à te sortir de ce cercle et donc tu vas continuer à en bénéficier et tu vas continuer à progresser. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure en préambule, c'est que tu as fait les choses progressivement. C'est ce qui te facilite la façon de faire, mais c'est ce qui va te bénéficier plus tard aussi. Donc, c'est bien, c'est que vraiment, tu as déjà atteint un début de ça. Donc, on a cet avantage-là, il faut continuer dans ce sens-là. Alors après, la difficulté qui était la mienne, je trouvais, c'était sur des journées où je n'étais pas avec une activité sportive. Des journées sans course à pied. Je dirais que c'était sur ces journées-là où il fallait que je fasse le plus attention parce que les journées où j'ai un entraînement, que ce soit de la course à pied ou il y a eu du vélo également parfois, j'étais bien plus vigilant à mon alimentation que sur des journées que je qualifierais de off, où il n'y avait pas d'activité. Alors, est-ce que mon esprit était plus en éveil à ce que j'allais mettre, on va dire, comme carburant sur ces journées-là, plutôt que sur des journées off? Je ne sais pas si ça peut jouer. Moi, j'aime bien profiter de ça. En fait, la façon dont j'aime bien travailler, c'est de me dire, parce que je vois des sportifs, c'est de me dire que finalement, le sport et la focalisation qu'ils ont par rapport à leur performance et par rapport à leur séance me permet de les attraper, entre guillemets, et de les diriger vers une alimentation santé. Et en fait, c'est un petit peu ça, c'est que toi, tu te focalises, ton but, peut-être pas principal, mais important, c'est tes performances sportives, donc tu te focalises là-dessus, et ça te permet de bien faire parce que tu as une vision de où tu veux aller. En fait, tu as un but clair et précis, c'est je veux être mieux, je veux améliorer mes performances, et pour faire ça, je sais que bien manger, ça marche. Et ça te permet d'avoir un but précis plutôt que d'avoir un but global qui est beaucoup moins efficient pour avancer dans le bon sens. Et donc, j'aime bien attraper les gens par ça. Et finalement, tu les mènes à cette alimentation santé qui est la même que l'alimentation performance finalement. Et donc, ça te fait ton chemin plus facilement. C'est vrai que il y a aussi pour peut-être garder cette motivation sur les jours hors sport, les jours off, de bien te rappeler que, notamment dans le travail sur l'endurance, en fait, c'est pas ton alimentation, juste du repas d'avant tes efforts qui compte. Ton alimentation, même des jours off, elle a quand même une grande importance.
dans le fait à la fois qu'elle soit suffisante en termes de récupération des jours précédents, mais aussi de pas dérégler tous ces rouages. Hein. On avait parlé des interdépendances qui étaient aussi créées par l'arrivée de sucre assez massive. Et du coup, dans ces jours off-là, ça a aussi une grande importance. C'est aussi... moi, j'aime bien introduire dans ces jours off où c'est parfois émotionnellement un peu plus difficile de gérer parce que un sportif prend quand même l'habitude aussi de se vider la tête à l'effort et d'en tirer encore d'autres bénéfices que le bénéfice physique. Mais ça peut être un moment de détente, un point de détente, pas forcément très long, mais qui permettent de redescendre au niveau du système nerveux. Ça permet aussi, le sport étant dans une activité qui est plutôt de dynamique, de mise en mouvement, d'activation au niveau hormonal, de profiter de ces moments-là pour faire redescendre ces systèmes-là. Et parfois des pratiques même assez courtes, de quelques minutes, sans y passer des heures, parce que c'est aussi le moment où il y a du temps pour faire d'autres choses hors sport. Ça aide vraiment à passer à autre chose. Et parfois sur ces moments de goûter, souvent c'est les retours à la maison après le travail, les goûters qui sont un peu difficiles à gérer, d'avoir un petit rituel où quand on rentre, c'est pas forcément tout de suite qu'on va se mettre à goûter. Il va y avoir 5 minutes, il y a un moment de redescente. Ça peut être parfois aussi simple que prendre le temps de quelques respirations, prendre le temps de prendre un verre d'eau, ou parfois on a la sensation d'avoir très faim, envie de sucrer. Si on boit un verre d'eau avant, on a déjà pas la même envie. Si on a faim, si on a besoin de manger, ça sera toujours présent. Mais en fait, on vient pas tout placer derrière l'envie de manger, et on se retrouve avec une meilleure capacité c'est pas tant de contrôle, mais de discernement de ce dont on a besoin. Est-ce que on a besoin de telle portion, d'une plus grosse portion? Est-ce que c'est vraiment ce produit hyper sucré dont on a besoin ou pas? Du coup, on va manger avec beaucoup plus de plaisir et de sensation d'apporter quelque chose de bénéfique à l'organisme, et de pouvoir être à l'écoute de ce dont on a réellement besoin pour la suite. Donc parfois c'est ce petit moment de redescente qui est un petit peu difficile à intégrer, parce que on a la sensation de devoir aller à 1000 à l'heure. En effet, il y a les enfants à aller chercher. Voilà, on a pas mal d'autres choses à gérer. Et pour autant, il est vraiment très très important, même si c'est quelque chose de très court. Donc ça, j'ai réussi à le combattre en plaçant, tu vois, parfois une activité à 7 heures qui était dédiée au goûter. J'étais dans l'action, ce qui fait que j'avais pas l'occasion de penser à ce qu'il y avait dans les placards et aller me remplir le ventre comme auparavant. Donc de mettre peut-être une activité sportive à ce moment-là, d'aller peut-être faire une balade ou d'aller à la piscine comme on a pu le faire avec les garçons, ce qui fait que le moment sacré du goûter tel que je l'idéalisais auparavant était décalé, voire reporté ensuite sur le dîner. Donc j'arrivais à le sauter assez allègrement, si tant est que pendant cette quinzaine de vacances qu'on a passé en famille du côté de Marseillan, je n'ai pas consommé une seule glace. Alors j'aurais peut-être pu, vous allez me dire, un moment détente, plaisir, mais c'était un petit challenge de ne pas consommer de glace pendant cette quinzaine. T'aurais pu, mais c'est bien que tu ne l'aies pas fait. Voilà. Mais après, j'avais un éminent docteur qui me conseillait de faire des séances sur cette heure-là pour m'acclimater à la chaleur. Donc, voilà, je pouvais pas. J'étais en train de courir. Ah oui, parce qu'en plus, la glace, pour s'acclimater à la chaleur, c'est pas terrible. C'était plutôt l'effet inverse. Mais sur le plan bénéfice, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai constaté, moi qui étais sujet à alors je sais pas si on peut appeler ça tendinopathie, mais douleur au niveau des tendons d'Achille, avec une pratique quand même assez importante, puisque je dois approcher des 200 km sur les 4 derniers mois, chaque mois 200 km de course à pied, et pas de bobo à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être un bénéfice de cette réduction du sucre ?
Alors, le sucre, manger trop de glucides, ça a un effet pro-inflammatoire, ça favorise l'inflammation. Toutes les tendinites ne sont pas inflammatoires, donc peut-être ça pourrait jouer. J'ai regardé une revue récente de littérature sur l'alimentation et les tendinopathies, donc les tendinites. Finalement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent il semble pas que l'alimentation joue franchement sur les tendinopathies. Alors bien sûr, il y a quand même cette petite composante inflammatoire, il y a peut-être cette composante où si tu t'entraînes mieux au niveau musculaire, tu as une plus grande fluidité et tu es plus efficace. Il y a aussi l'influence de la perte de poids que tu as eue. Il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte, il y a l'acide urique, il y a des choses comme ça. Donc il y a tellement de facteurs que de mettre ça uniquement sur l'absence de sucre, c'est difficile. Par contre, si toi tu le ressens, il faut le considérer comme positif pour toi et il ne faut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que la science ne l'a pas démontré que pour toi ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde, mais ça veut dire que si toi comme ça tu le sens que ça t'améliore, peut-être que c'est une coïncidence, peut-être que c'est véridique. En tout cas, toi ça te bénéficie, donc il faut continuer comme ça, même si la science n'est pas en ta faveur, même si la science ne peut pas te démontrer que tu as raison. Après, il est vrai que la perte de poids, quand on avait enregistré cet épisode au mois de juillet, je me suis fait peur quand je suis monté sur la balance, puisqu'elle affichait 88 kilos. Et mon épouse, qui, quand elle m'a rencontré, me dit « Mais t'es pas loin du poids que tu faisais il y a de cela presque 15 ans. » J'étais à 90 à l'époque. Là, ça agit aussi comme un petit déclic au niveau psychologique. J'ai fait une course début juillet où j'étais pas du tout en jambes et pas du tout en forme. Là, je me suis dit, voilà, il va falloir que tu te mettes un petit coup de pied aux fesses, et l'été a été propice pour cela, pour avancer petit à petit. Et donc, de 88, je suis descendu à 82. Donc ça, c'était juste avant ma course le 13 novembre dernier. Je sais pas si c'est une perte de poids qui est, on va dire, raisonnable au regard de ce que vous conseillez pour les athlètes que vous suivez. En fait, ce qui est important, c'est que finalement, tu t'es pas restreint pour y arriver. C'est simplement que tu as perdu du poids parce que ton organisme fonctionne mieux. Donc là, on n'est pas dans une perte de poids trop importante. C'est simplement que c'est du poids que tu avais en excès et que tu as éliminé naturellement sans te restreindre dans ton alimentation. Donc, il n'y a pas de souci. Tu n'étais pas en carence. C'est simplement que ton organisme fonctionne mieux. Donc, il n'y a pas de problème. Après, Laurine, je te laisse rebondir. Oui, mais là, je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. C'est une perte de poids qui est plutôt très positive et qui semble pas non plus trop démesurée, et en sachant que ça n'a pas été en comptant, en pesant chaque aliment que tu mettais dans ton assiette, en ayant faim à la fin des repas, qu'aussi au fur et à mesure des dernières années, tu as quand même été beaucoup observateur de ton corps, de tes ressentis. Il y a eu en même temps, là, sur ces mois-ci, plutôt une amélioration des performances. Donc, tout quand même laisse à penser que tu n'es pas du tout en sous-consommation par rapport à ce que tu devrais manger. Quand il commence par contre à y avoir des sensations de faim, des privations plus importantes, là c'est encore autre chose. Et puis après c'est quelque chose qui est bien quand même de surveiller un petit peu dans le temps, mais on peut le voir aussi physiquement et dans l'effort, quand s'il y avait une baisse de la vitalité, une baisse d'énergie, une baisse des performances, qui pourrait venir tirer d'autres sonnettes d'alarme. Donc ça c'est le poids, c'est un critère pour juger de la réussite ou pas. C'est un critère parmi d'autres qui est quand même plutôt source de motivation, qui est pas du tout le seul, parce que parfois il n'y a pas de perte de poids, mais un réel mieux-être. En fait, il y a eu perte de certains tissus et gain d'autres. Donc, il faut pas, là, pour d'autres personnes, que ce soit décourageant non plus sur ce côté-là, et s'attacher vraiment aux sensations,
parce qu'après, c'est aussi source de motivation, en fait, pour faire certains choix, certains changements alimentaires et poursuivre, que de se souvenir comment on se sent quand on mange de telle façon, plus que quel poids on fait sur la balance. C'est quand même souvent des retours de personnes qui changent leur alimentation. C'est bien plus j'ai plus envie de me sentir comme ça, donc je vais faire ces changements alimentaires, qu'au finalement le poids qui est le plus moteur. Mais c'est vrai qu'on est dans un cercle vertueux. Là, j'ai passé une semaine où j'ai été en formation pour donc mon établissement scolaire sur la prévention des risques au travail. Donc 3 jours enfermés dans une salle, à très peu bouger et avec une alimentation le midi qui était un peu plus rapide, donc moins équilibrée, je dirais. Beaucoup moins d'activité physique parce que j'ai dû faire 2-3 séances de course à pied. En lieu et place de 4 ou 5, ce que je faisais pas auparavant, hein. Ces 4 ou 5 séances, j'étais pas capable de les encaisser. Je reprends les termes de mon entraîneur. Les séances, tu les encaisses bien et ça passe bien en ce moment. Mais ça passe bien parce que peut-être le corps est mieux alimenté, le carburant que je peux lui apporter est meilleur, et une semaine comme celle-ci passée avec des aliments de moins bonne qualité à un rythme, parce que bon, écouter un formateur, j'ai l'habitude de parler, mais pas forcément d'écouter aussi longuement des personnes sur ces journées de formation. Ben, je me sens plus lourd, moins en forme, pas plus stressé, mais comme s'il y avait eu un relâchement. Est-ce que ça peut s'expliquer aussi? Ouais, c'est un peu tout. En fait, quand tu étais en formation, ton organisme il fonctionnait pas. Il était en train de se désadapter parce que il ne faisait pas ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire se bouger. Et tout ça va ensemble en fait. Il faut pas dissocier l'un de l'autre. En fait, la raison pour laquelle tu avances, c'est que tu t'entraînes et que tu manges bien. Et c'est aussi parce que tu t'entraînes que ta perte de poids s'est bien passée et qu'elle n'est pas excessive. C'est parce que simplement, tu continues à t'entraîner, tu continues à maintenir ta masse musculaire à un bon volume, tu continues à maintenir un métabolisme dans tes muscles, et tout ça fait que, j'en reviens à la même chose, que tu fonctionnes mieux. Et effectivement, pendant ces 3 jours, heureusement que ça dure pas plus longtemps parce que tu te désadaptes. C'est même, je sais pas si on en a déjà parlé, mais du syndrome du sportif sédentaire. C'est-à-dire que finalement, tu peux être sportif et sédentaire. Si tu fais exactement ce que tu as fait dans ta formation, tu passes ta journée assis à écouter ou à travailler, peu importe, et que tu vas courir le soir, tu ne réussis pas à compenser toute ta sédentarité de la journée, parce que la sédentarité, c'est le temps passé assis. Et là, tu étais très sédentaire, et tu n'arrives pas à compenser, parce qu'en fait, finalement, toute ta journée assis, ton corps, aussi bien le métabolisme que la force de tes muscles, notamment du rachis, qui te maintiennent droit, se déshabitue. En fait, tes muscles se déshabitue à l'effort et il s'effondre. Alors, si c'est que 3 jours, tu arrives à récupérer derrière. Si c'est toute ta vie, eh ben, c'est compliqué. Et donc, on s'est rendu compte que, alors les Anglais appellent ça active coach potato, la patate de canapé active. En fait, ton effort ne permet pas de compenser ta sédentarité, et le secret, finalement, c'est de s'activer régulièrement toutes les 20 minutes. Alors, c'est pas toujours facile, mais alors le formateur, il faisait, il allait fumer sa clope, mais je fume pas moi, donc. Sédentaire, fumeur aussi, c'est encore autre chose. Mais il faut réussir à bouger. Alors, tu peux, si tu veux faire discrètement, tu peux aller grimper un étage d'un escalier. Alors, toi, en cours, tu peux pas lâcher tes élèves pendant. Attendez, je vais aller grimper l'escalier, je reviens. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent aller dans un bureau, aller grimper un escalier, revenir. Ça suffit, grimper un étage, ça suffit pour réactiver un petit peu ton organisme. Toi, tu peux te lever et bouger un peu dans ta classe. Ça te permet à tes muscles de repercevoir qu'ils ont besoin de bouger et de pas les endormir, entre guillemets. Et tout ça, en fait, c'est un peu la même chose. C'est toutes ces petites adaptations qui font que tu maintiens en éveil ton organisme. Et si tu le laisses se relâcher trop, si tu le laisses s'endormir trop, il se désadapte. Et c'est en fait un gros problème dans nos sociétés actuelles, c'est que finalement, la plupart des gens se désadaptent de l'effort, et quand ils veulent revenir à l'effort, ils ne savent plus le faire. Et pour en revenir
aux sédentaires actifs, on s'est rendu compte que finalement, le temps passé assis dans la journée est directement lié à la mortalité, toutes causes confondues, indépendamment de ton activité sportive, en plus. Donc, le pire, c'est d'être sédentaire et pas de faire de sport. Le mieux, c'est d'être pas sédentaire, de se lever régulièrement et de faire du sport. Et celui qui est entre les deux, le sédentaire actif sédentaire actif est un petit peu entre les deux. Non, dans ma classe, moi, je bouge. On m'a mis à disposition un bureau, mais je sais pas pourquoi, juste pour poser mon sac, mais ça se limite à ça. Et ma bouteille d'eau qui m'accompagne toute la journée, parce que je pense que le facteur hydratation, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel je suis plus vigilant qu'auparavant. Je voyais à peu près la quantité d'eau consommée pendant le repas, à l'extérieur des repas, mais aujourd'hui, je dirais pas hashtag jamais sans ma bouteille d'eau, mais c'est presque le cas. C'est-à-dire que elle m'accompagne partout où je suis et les élèves me disent mais monsieur, pourquoi vous avez toujours votre bouteille d'eau? Je dis il faut que je boive. En plus, j'ai un tableau à craie. Alors ça génère de la poussière, donc ça me permet de m'hydrater aussi un petit peu. Mais plus sérieusement, je pense renforcer ces apports hydriques et quasiment exclusivement de l'eau. C'est-à-dire que même à la maison, on a banni un petit peu tous ces sodas, boissons sucrées, jus de fruits, quels qu'ils soient. J'entendais une étude justement qui indiquait que les Français avaient diminué leur consommation de jus en bouteille et que les rayons dans les magasins étaient en train de fondre drastiquement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez et qui est bénéfique. Alors bénéfique, oui, mais je l'ai pas constaté. Laurine, toi? Moi non plus, je dirais que parfois je suis même surprise des quantités de boissons qui sont prises où voilà, les personnes ne se rendent pas toujours compte de ce qu'elles consomment. Et c'est vrai que sur ces jus, les jus du commerce, c'est quand même assez terrible les quantités de sucre qu'il y a dedans et je trouve pas que les consommations baissent beaucoup, mais alors je retrouverai peut-être le spot d'information qui en parlait, 8 ou 10% en diminution, donc affaire à suivre. Peut-être, de toute façon, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a à surveiller. Ça va vite de consommer souvent plus de jus de fruits ou autres et qui sont assez riches en sucre. Alors que parfois, il y a quand même pas mal de solutions autres pour se déshabituer un peu de ces boissons-là aussi. Parce que ça, moi, je sais que c'est quelque chose que je vois quand même très souvent en séance. Des personnes qui ont du mal à boire de l'eau et qui ont besoin de transition pour passer du soda ou des jus de fruits du commerce à reboire vraiment de l'eau et du coup apporter aussi moins de sucre. Donc on trouve des alternatives, mais avec les eaux aromatisées. Quand je dis aromatisées, c'est aromatisé naturellement, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes mettre de la menthe, du gingembre, des choses comme ça dedans pour donner un peu de goût. Et même si on n'est pas sur le goût d'un soda, mais ça permet de faire une transition qui est parfois plus simple pour certains, qui permet de garder l'envie de boire pour petit à petit quand même avoir une certaine quantité d'eau pure dans la journée qui est importante. Alors, au niveau du poids, pour revenir justement sur cet indicateur, donc moins 6 kilos, mais ce que j'ai constaté surtout, c'est au niveau de la silhouette, où quand tu veux mettre un pantalon, puis que celui-ci, le jour de la rentrée, est trop grand, c'était un bon indicateur. Je me suis dit là, pendant l'été, il s'est quand même passé quelque chose. Là, pour l'estime de soi, pour la confiance, ensuite, ça renforce. On a envie d'aller dans ce mécanisme-là, d'aller de l'avant. Par contre, en dessous les 82, je dirais que c'est compliqué pour moi d'être plus mince ou moins lourd en poids. La différence entre le poids de forme et le poids affiché sur la balance. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Parce que en dessous, j'ai déjà essayé et c'est pas là où j'étais le plus performant. Sucre ou pas sucre, d'ailleurs. Ça dépend un peu de ton entraînement aussi. Ça dépend. En fait, ce qu'il faut pas, c'est que tu perdes du muscle. Parce que si tu perds du muscle, là, tu vas baisser tes performances et tu vas baisser ton métabolisme de base. Donc ça, c'est la chose à éviter. Après, on a tous un poids de forme qui est un petit peu différent. Il faut pas non plus se braquer là-dessus, parce que si tu te braques en te disant je veux descendre en dessous de 80, tu risques de faire l'effet inverse et de décourager. Donc il faut pas aller là-dessus. C'est comme un chrono sur une course.
plus on veut l'atteindre, moins on va y arriver. Il faut pas, et puis après, tu rentres vraiment dans le cercle vicieux où tu te décourages. Il faut pas s'engager là-dessus. En revanche, et c'est pour ça que moi, je me braque pas sur le poids et que je reviens toujours sur le chose. Moi, je me braque sur est-ce que ton organisme est plus fonctionnel? Donc, c'est ça qui. Et puis, finalement, que tu sois à 80 ou 82, ça changera pas grand-chose. Ça changera la façon dont toi, tu le perçois. Et donc, il faut pas se mettre une espèce de barrière comme ça difficile à atteindre. Après, je l'ai constaté sur les deux compétitions qui étaient les deux compétitions majeures de cet automne, donc 2 10 km, un sur le sud de l'Orléanais et l'autre au nord 3 semaines après, et les performances ont été en deçà. Les chronos étaient en deçà de ce que j'avais prévu, donc j'ai amélioré les marques chronométriques sur ces deux distances. Si j'avais pas effectué cette mutation au niveau du poids durant l'été, je pense pas que j'aurais été capable d'atteindre ces objectifs-là. Donc, si vous mettez tout combiné, cette nouvelle façon d'appréhender la consommation de sucre avec une alimentation bien plus équilibrée, un entraînement qui a été lui par contre majoré. Là, j'ai franchi un palier, je pense, dans cette capacité à encaisser les séances. Et aujourd'hui, de sortir 3-4 fois, c'est la norme. 5, ça paraît presque naturel. Et j'ai fait même jusqu'à 6, voire 7 sorties hebdomadaires sans que la fatigue ne soit là. Donc c'est une globalité à prendre en compte, mais j'avais quand même cette ligne de mire avec ces 2 courses. Dans la semaine qui a suivi, c'est là où il y a eu des craquages. Alors, est-ce que le fait que ces objectifs aient été atteints, ça peut derrière laisser une porte-fenêtre, du moins une fenêtre s'ouvrir pour d'éventuels petits dérapages? Là, ça va être, je crois, propre à chacun. C'est aussi un petit peu la psychologie de chacun derrière qui, chez certaines personnes, en effet, de se dire, c'est bon, j'ai passé si on se met trop cette notion de palier, en fait, j'ai passé le palier et du coup, c'est ok, c'est atteint, qui peut, être propice au craquage. En même temps, avoir ces paliers en termes de sensations, d'objectifs sportifs, c'est quand même des éléments de motivation tout au long des changements alimentaires ou des changements aussi de rythme d'entraînement. Donc, il faut les avoir. Et après, être à l'écoute de ça. Je sais pas si un craquage, c'est très grave. C'est bien ce qui est grave, c'est de pas le voir, c'est que ça devienne de plus en plus important en termes de fréquence ou de quantité qu'on mange. Et après, du moment où on sait que on a un peu exagéré, on va être, disons que ça peut être aussi quelque chose qui nous sert. C'est de se dire, j'ai exagéré, mais pourquoi ? Parce que c'était un repas de famille, parce que j'ai pas assez mangé les repas précédents ou mes repas de récupération, là pour ton exemple, ont pas été suffisants. Tu vois, c'est une question, hein, ils étaient peut-être suffisants, mais de se dire, est-ce que j'ai peut-être pas eu assez dans les repas de récupération ? Et ce qui fait aussi qu'il y a eu plus d'envie par la suite. C'est plutôt s'en servir comme quand on rate une course, en fait. Qu'est-ce qui a fait que ça a été raté, sur quels éléments je vais pouvoir me baser pour mieux y arriver la prochaine fois, pour pas non plus trop se culpabiliser et se flageller parce qu'il y a eu un craquage qui reste ponctuel. Donc c'est plutôt de s'en servir pour la suite que de trop rester bloqué dessus quand même. L'autre possibilité, c'est que finalement, tu te sois retrouvé dans la situation dont tu avais parlé tout à l'heure, c'est que une journée où tu ne t'entraînes pas, et peut-être que ces semaines suivantes, tu t'es entraîné moins. Le volume était moindre, ouais. Il y avait beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins de séances pour permettre la récupération après ce 10 km qui avait vraiment été intense. Donc oui, il y a eu des journées off, et c'est sur ces journées-là où les craquages ont plutôt eu lieu.
Donc voilà, tu te retrouves dans la situation que tu nous as décrit au début, où finalement, tu n'étais plus aussi focalisé sur ton entraînement et que tu t'es laissé l'occasion d'avoir un craquage. Alors si c'est un craquage, c'est pas de souci, on a le droit de craquer une fois de temps en temps. Ce qu'il faut pas, c'est de craquer tous les jours. C'est ça le problème. Craquer une fois de temps en temps, c'est naturel, c'est bien. Voilà, c'est comme pour les repas de famille, tu as aussi le droit de manger un peu moins sainement, on va dire, occasionnellement. Sauf si tu as des repas de famille tous les jours. Mais je pense pas que ça soit le cas. Mais dans ces situations-là, tu as aussi le droit, tu as aussi l'occasion de faire un peu différemment, de te laisser un peu emporter, c'est pas dramatique. Et puis au moins, on n'aura pas le syndrome du sportif pénible à manger à table. On aura quelqu'un qui nous fait plaisir à retrouver à table et qui nous fait plaisir à partager un bon repas, plutôt qu'à d'avoir le sportif qui mange que des pâtes et qui est pénible et qu'on n'invite pas parce que fait casse-pied à table. Donc voilà, je pense que craquer occasionnellement, là, après une course, avec les fêtes de Noël qui arrivent, mais le craquer, ça ne veut pas dire se gaver non plus. Voilà, il faut que le craquage soit aussi un peu mesuré. T'es pas obligé de te gaver de plein de choses. Et puis, si on revient aux fêtes de Noël, par exemple, tu peux manger plein de trucs bons pour la santé sans faire... un repas de Noël n'est pas forcément synonyme de malbouffe et de trop plein, en fait. Tu peux organiser un repas de qualité et festif, et tu peux t'autoriser quelques craquages. Alors, quels seraient ces bons aliments que vous me conseilleriez pour que je puisse préparer mon repas de Noël, si je suis l'hôte et que c'est moi qui invite? Alors, moi, pour l'apéro, c'est toujours des crudités. Tu vois, les crudités, c'est facile à manger. Des carottes, plein de crudités, du chou-fleur, tu te fais une sauce avec un peu de yaourt et un peu d'épices dedans, avec un peu de jus de citron, des aromates, des choses comme ça. Et ça va te permettre de commencer en fait ton repas par l'apéritif, et à l'apéritif, les bonnes choses pour ta santé. Et en fait, crudité, ça passe toujours très bien. Donc voilà, pour moi, tu peux commencer comme ça. Après, Laurine a déjà d'autres idées, j'en suis sûr. C'est vrai que tout ce qui est pour les repas de fête aussi, il y a quand même beaucoup de plats, que ce soit sur l'apéritif ou pendant le repas, à base aussi de poissons, de crustacés. Il faut pas oublier que là, on a des plats un peu plus festifs, et qui sont excellents pour la santé, donc qui sont plutôt très bénéfiques. Donc déjà, ça permet de relativiser, de rééquilibrer le repas, que chaque plat soit pas un excès. Que ce soit pendant l'apéritif, pendant les plats, de vraiment agrémenter en herbes aromatiques et en épices, ça donne vraiment de la saveur et du goût, et on prend plaisir à manger tout ça. En apéritif, il y a des choses à pas oublier, hein, qui peuvent paraître basiques, mais les tapenades ou mousses. Il y a d'autres tartinades que sardines, par exemple. Les terrines, oui, les sardines aussi, qui permettent de diversifier. Et du coup, peut-être que dans l'apéritif, il y aura un élément un peu plus gras, un peu moins santé. Si tout le reste est bénéfique, finalement, en diversifiant ce qu'on va grignoter à l'apéritif, on arrive à une globalité qui est quand même tout à fait acceptable. Et sur les plats, c'est pareil, c'est d'essayer de chercher à équilibrer en trouvant des apports aussi de légumes avec les plats, et finalement pour équilibrer les portions, mais assez naturellement, parce qu'on veut un petit peu de tout et qu'on va pouvoir se faire plaisir sur certaines choses, parce qu'on n'en mange pas une quantité trop importante. Et de bien garder cette idée en tête de... Souvent, la problématique, c'est la quantité totale. On finit les repas des fêtes assez totalement repus. C'est de se dire,
voilà, on sent qu'on a déjà mangé un petit peu de ci, un petit peu de ça. Est-ce que je vais être mieux après en mangeant ça ou est-ce que je vais être moins bien? Le dessert me faisait très envie, mais du coup, est-ce que je continue à manger autant de choses à l'apéritif si je peux plus manger de dessert par la suite? En fait, pour se dire qu'on a envie de manger avec plaisir tout au long du repas et pas la moitié du repas en étant déjà complètement plein et où il y a plus rien qui passe et où là c'est vraiment du trop parce que c'est trop en quantité. En termes de plaisir, on s'y retrouve pas du tout. Donc essayer d'anticiper un petit peu ça et d'essayer du mieux possible de penser aussi à la qualité des aliments qu'on prend. C'est souvent quand même une bonne solution pour en manger moins. C'est des aliments qui sont plus savoureux. Même si c'est des aliments moins santé ou autres, même sur ce type d'aliments-là, penser quand même à la qualité, ça aide à pouvoir les savourer. Et quand on commence à manger un peu trop par automatisme, de reprendre le temps, de ressentir les saveurs de ce qu'on est en train de manger pour aussi que l'organisme ait le temps de percevoir qu'il est en train de manger et qu'il ait un peu moins envie de se gaver. On a une sorte de réflexe comme si ça allait disparaître après, alors qu'il y en a déjà largement sur la table pour tout le monde. Donc, faire redescendre toujours ce côté un peu compulsif, qui a pas vraiment de motivation derrière par rapport à ce qu'on voit sur les tables de Noël en général, mais pouvoir quand même avoir les éléments qui nous font plaisir. Pas oublier quand même les tisanes en fin de repas, tout ce qui peut quand même soutenir un petit peu la digestion, mais pas que on n'a pas que la tisane de fin de repas, hein. Si on a des herbes aromatiques dans un peu de yaourt en apéritif, si on retrouve quand même beaucoup d'épices dans les plats, on peut aussi mettre des légumes qui sont digestifs, du fenouil, des choses comme ça, en plus du reste. C'est autant de choses qui vont aider à la digestion tout au long du repas, qui vont aussi faire en sorte qu'on se trouve un peu moins lourd, qu'on digère mieux, qu'on stocke moins tout ce qui est mangé, même si le principe restera de ne pas trop surcharger en termes de quantité, mais se faire plaisir avec différentes petites choses au fur et à mesure. J'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec Laurie, et je rajouterais que en fait, les fêtes, c'est la fête, et que tu peux faire la fête dans ton assiette avec les légumes. Si tu mets plein de couleurs différentes, si tu arrives à faire rôtir plein de légumes différents, tu peux mettre de la courge, du potiron, des carottes, du chou-fleur, du brocoli. Tu peux avoir plein de couleurs différentes de légumes et te faire une assiette festive comme ça. Alors, et tu vas pas avoir l'impression de te priver parce que finalement, c'est très coloré, c'est agréable, c'est un beau plat et ça te donne envie de manger ça. Et finalement, encore une fois, bien manger n'est pas opposé à bon manger, si tu veux. Enfin, le bien manger nutritionnel n'est pas opposé au bien manger saveur. Et il faut pas se dire, je vais me priver à Noël parce que je vais bien manger. Non, en fait, je vais faire les deux en même temps. Je vais bien manger, mais sans me priver. Et est-ce qu'on maintient une activité physique? Est-ce que vous êtes adepte du footing le 25 au matin ou le 1er janvier? Est-ce que ça fait partie de vos, on va dire, recommandations? Alors moi, je suis adepte presque de m'entraîner presque tous les jours, mais souvent je travaille le premier. Alors je suis parfois un peu obligé de décaler. Enfin, c'est pas souvent je travaille, c'est tous les ans je travaille le 1er janvier. Donc je suis obligé d'un peu décaler, mais effectivement j'essaye de commencer toujours en m'entraînant et le 31 j'essaie de m'entraîner aussi. Donc moi il n'y a pas de coupure. Et toi, Laurine? Moi, je dirais, tout dépend du repas de la veille, hein. Si on a réussi donc le défi d'avoir un repas de la veille qui était acceptable, c'est vrai que le lendemain matin, c'est le bon moment. On peut s'entraîner avant le repas plus lourd du lendemain. Après, ça dépend du temps.
c'est des temps de famille aussi, donc là, c'est à chacun d'évaluer est-ce que c'est le matin du 25, il va s'entraîner, ou est-ce que c'est un temps privilégié, et voilà, de pas se mettre euh, une nécessité de le faire, mais par contre, c'est une possibilité, et de chercher peut-être à adapter en fonction de comment on se sent aussi suite aux différents repas, de chercher à adapter à ce moment-là. En tout cas, on compense pas les repas par ces entraînements pendant, mais c'est sûr que ça met le corps en activité, ça fait du bien, ça aide à parfois faire une petite pause dans le week-end, et ça peut être assez bénéfique, donc aucun souci là-dessus. Bon, bah, ce sera mon nouvel objectif. Quel conseil vous me donnez là pour les 6 prochains mois? On ne change rien? Est-ce que vous avez d'autres paliers à me faire franchir, ou est-ce que globalement j'ai au regard de cette santé, je dirais déjà psychique, le fait d'être bien mieux dans ma tête, dans mon corps, c'est déjà, je pense, un premier point. Le stress qui, de mon regard d'enseignant, 17 années à donc exercer dans mon établissement scolaire, c'est peut-être la première année où cette rentrée a été la plus zen, doublée de cette inspection qui s'est bien passée, sans avoir ce palpitant et cette boule au ventre qui vient se mener. Et puis si on veut quand même garder un œil sur la course à pied, des performances qui, sur cet automne, j'ai jamais couru aussi vite et je n'ai jamais réalisé autant d'entraînement. Alors, est-ce que finalement cette vigilance sur le sucre et cet équilibre alimentaire trouvé est le bon, et on ne change rien? Moi, je te dirais, continue comme ça. Change pas Ça sent le commentaire du prof en fin de trimestre. Continue comme ça, tes efforts vont payer. Ne change pas grand-chose, mais par contre, on a toujours un progrès à faire. Et je suis sûr que tu vas identifier des choses dans lesquelles tu peux progresser. Pas forcément sur le sucre, mais peut-être que ça peut être les oméga 3. Tu vas te rendre compte que tu manges pas assez d'oméga 3, et continuer à t'intéresser et percevoir ce que tu fais, et tu vas progresser. Après, je te dirais aussi que méfie-toi quand même de pas en faire trop, parce que comme tu as aussi augmenté pas mal ta charge d'entraînement, il faut pas que les deux charges soient trop importantes cumulées. Et je te dirais que là, tu as l'air d'avoir trouvé un équilibre, donc continue comme ça, et éventuellement améliore touche par touche s'il y a quelque chose que tu identifies comme problématique pour toi, ou pas forcément problématique, mais comme quelque chose que tu pourrais améliorer. Pour simplement poursuivre cette lancée-là, c'est ça, c'est de continuer avec plaisir. Pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner pour toi, de s'être bien mis en place, et c'est des choses qui se mettent, qui sont dans le temps. Tu vas peut-être avoir des moments où tu sens que ça fait quelques jours où tu es moins vigilant, de pouvoir revenir dessus. Il y aura d'autres craquages, hein, ça je dois l'avouer. Mais petite remarque, mon fils, on est allé faire les courses l'autre jour, et il sait que je suis un consommateur, mais parfois irraisonné, mais c'est pas le cas cette année, et j'espère que ça va le durer, de pâtes de fruits. Il me dit: papa, regarde, il y a des pâtes de fruits, tu n'en prends pas. Je dis non, cette année j'ai décidé que je ne tomberai pas et je ne mettrai pas la main dedans. J'arrive à m'en éloigner. Donc peut-être que, comme tu le dis, Laurine, il y aura des craquages, mais faut quand même les analyser et puis revenir tout doucement dans le droit chemin. Et ne pas se sentir coupable. Ça, ce sentiment de culpabilité, globalement, je l'ai pas eu, parce que je me dis, bon, voilà, tu sais aujourd'hui que t'as peut-être pas eu l'alimentation qu'il fallait, ce paquet de M&M's, t'as un peu fait trop de l'œil, cette tablette de chocolat, elle a fondu, bizarrement. Il y en avait une grande et puis il y en a plus. Mais bon, après, voilà, on reprend le chemin de l'entraînement, et je pense que ça participe à ce cercle vertueux et positif. Oui, et je pense que il y a vraiment, une fois que les grands changements ont été faits, le plaisir d'intégrer de nouveaux aliments ou de nouvelles recettes, comme disait Fabrice, en fait, de trouver des recettes avec des légumes qui nous font envie, qui sont pas des légumes à l'eau, et trouver une façon de faire, je sais pas, des poivrons farcis, une butternut farcie, des choses qu'on
qu'on a plaisir à manger. J'ai découvert le chou chinois, je ne connaissais pas. On a réalisé, et ça c'est mon épouse, hein, on va rendre à César ce qui appartient à César. Elle m'a fait un risotto de chou chinois, je ne connaissais pas et c'était particulièrement bon. Donc voilà, des aliments, les poivrons, les courges là qui arrivent. Donc c'est des choses que j'aime bien les légumes. Hein. Je suis pas un hater au niveau des légumes, mais globalement voilà, on peut préparer, comme le disait Fabrice et comme tu le disais Laurine, de façon un petit peu plus appétissante que simplement bouillie à l'eau. Pour ça, tu peux explorer le monde et explorer les cuisines du monde parce qu'en fait, il y a plein de recettes originales avec des légumes. Par exemple, tu parles du chou chinois, tu peux aller chercher et manger du kimchi, qui est du chou chinois fermenté à la façon coréenne. Ma fille adore ça, j'aime beaucoup ça aussi. Et tu vas avoir une autre façon de manger tes légumes. Et du coup, tu retrouves ce côté un peu plaisir, festif. Voilà. Et il faut rester ouvert à toutes ces cuisines du monde. Il y a plein de choses intéressantes dans le monde. Alors, c'est vrai que dans notre cuisine française, malheureusement, quand tu regardes les livres de recettes, ils sont centrés sur la viande, ils sont pas centrés sur les légumes, et c'est un petit peu dommage. Alors, ça commence à sortir quelques livres centrés sur des recettes de légumes, et c'est assez sympa de changer notre façon de voir. Parce que malheureusement, voilà, quand tu vas au restaurant, c'est tel poisson, machin, mais tu n'auras pas de légumes avec. C'est le poisson, la viande, le machin, mais pas les légumes. En fait, il faut changer un peu notre façon de voir et de se dire que finalement, les légumes, c'est pas un accompagnement. Les légumes, c'est la base. Bon, j'en prends bien note. Et je reviendrai vers vous si j'ai besoin de compléments, que ce soit sur l'alimentation du sportif, que ce soit Laurine ou Fabrice. Vous êtes mes deux experts, donc j'aurai sans doute de nombreuses questions à vous poser. Quelle sera votre actualité pour cette fin d'année 2022 ou si on se projette déjà sur 2023 ? Laurine, je te laisse nous en dire un petit peu plus. Et moi, je vais avoir un peu de temps à reconsacrer aux créations de contenu que j'avais dû mettre de côté pour le début d'année en vue de mon activité parallèle. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour 2023. Voilà. Fabrice, de ton côté ? Alors là, je viens de ressortir une deuxième édition de Paléophyte que j'ai travaillé avant l'été. Donc j'ai rajouté une vingtaine de nouvelles séances, des séances de musculation, des séances de vitesse. J'ai rajouté pas mal de textes avec au total c'est 70 pages de plus, donc pas mal de textes surtout sur le côté performance. Alors quand je dis performance, c'est pas réservé aux élites, c'est performance pour nous tous. En fait j'ai lu plein de nouvelles études. Depuis que j'avais sorti Paléophyte qui était en 2015, plein de choses ont avancé et plein de choses confirment ce que je disais déjà, mais je l'ai un peu tourné autrement et du coup c'est un peu plus orienté endurance. Donc voilà, je suis en train de travailler sur un prochain livre, mais j'en dis pas plus, ça sera pour l'année prochaine probablement. Et côté sportif, je suis parti pour un trail dans 15 jours, 3 semaines, là, 65 km. Et puis le marathon des sables après l'année prochaine. Voilà mes objectifs et ce qui me fait aussi un petit peu avancer. Eh bien, moi, je vous remercie encore une fois pour vos conseils avisés, votre écoute et votre suivi, parce que en dehors de cet épisode aujourd'hui, dès que j'ai besoin d'un petit renseignement, de quelques infos, vous êtes toujours là pour me rendre service. Donc, je vous remercie infiniment. Merci de ton invitation. Merci. Et je vais continuer donc à mettre en pratique vos conseils, tout ce que l'on a évoqué encore aujourd'hui. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Avant de vous laisser reprendre vos activités habituelles, peut-être sportives si vous écoutez le podcast pendant vos sorties, je voulais remercier, bien évidemment, Laurine et Fabrice pour leur disponibilité, pour ces nombreux épisodes dans lesquels ils vous conseillent, ils me conseillent, et cela va bien au-delà puisque nous échangeons entre les épisodes pour vous proposer du contenu. Là, j'étais le cobaye, ça m'a fait le plus grand bien, donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller les solliciter ou de trouver dans votre entourage des personnes pour vous accompagner si, comme moi, vous avez cette affection pour les aliments sucrés et que vous souhaitez peut-être vous en débarrasser. Je l'ai dit, ça m'a fait le plus grand bien sur le plan physique, m'étant délesté de nombreux kilos. Et derrière, c'est un cycle vertueux qui s'est entamé.
Il y a eu des craquages, il y en aura d'autres. Les fêtes approchent, c'est quelque chose qui est pas angoissant, mais sur lequel je vais devoir être vigilant. Malgré ça, j'en tire des bienfaits puisque je trouve que mon état psychique, du moins le niveau de stress affiché en ce début d'année est moindre comparé à mes 16 ou 17 autres rentrées scolaires. Et sur le plan du sport, j'ai retrouvé de la vitalité, de l'énergie et les blessures ont été, on va dire, mis de côté. Je n'ai pas été arrêté depuis le mois de juillet avec une pratique de la course à pied constante. Ça me donne beaucoup de confiance. Comme l'a dit Fabrice, comme l'a dit Laurine, je vais devoir peut-être affiner, orienter vers d'autres aspects de mon alimentation pour toujours l'optimiser, que ce soit les oméga 3, que ce soit la consommation peut-être de glucides qui peut être améliorée en fonction des jours d'entraînement. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons et sur lesquelles vous aurez la chance à nouveau d'écouter Fabrice et Laurine. Mais en tout cas, j'ai été heureux et ravi pendant ces 4 mois de mener cette expérimentation dont j'étais le sujet. Et je dirais que cet engagement face à vous lors de l'épisode 107 a agi un petit peu comme un révélateur. La balance sur laquelle je suis monté juste après l'enregistrement de ce premier épisode a, elle, agi comme un déclic, mais de m'être, on va dire, engagé auprès de vous à limiter cette consommation sucrée, ça me servait un petit peu de fil conducteur. Je me disais, voilà, s'il y a craquage, attention Seb, tu t'es engagé auprès des auditeurs à mener cette lutte contre le sucre. Ne dévie pas, continue à batailler parce que tu as cet engagement moral. Donc je ne voulais pas vous décevoir. Je ne l'ai pas été déçu parce que personnellement, ces résultats affichés, les chronos que j'ai pu descendre, sont le fruit, si l'on met tout ça bout à bout, c'est un travail, on va dire, de longue haleine. Ça ne se fait pas en quelques jours. Si je devais le refaire, je ne changerais rien. Même, comme je le disais, cette absence de glace pendant la quinzaine de vacances dans le sud de la France, finalement, c'est peut-être quelques secondes grappillées sur la course au mois de novembre. En tout cas, moi, je vous remercie d'être toujours aussi fidèle au niveau des épisodes du podcast. Continuez à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas, Apple Podcast peut vous permettre, ou Spotify, de laisser un petit commentaire, une petite évaluation, ce qui fera connaître encore plus le podcast. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous!